L'impression résine, on en parle rarement sur cette chaîne et pourtant elle permet de réaliser des objets ultra détaillés avec un degré de finition incomparable par rapport à l'impression 3D à base de filaments. Et franchement, lorsqu'on m'a proposé une imprimante 3D qui sur le papier dépassait en tout point ma vénérable Anycubic Photon, j'ai pas hésité longtemps. Et pourtant ça m'a fait me poser une question très simple, c'est est-ce que c'est possible et réaliste de débuter l'impression résine avec 99 €? La mise en route est plutôt simple et bien expliquée dans le manuel, c'est-à-dire que vous devez faire la mise à niveau du plateau avec le bac à résine placé sur l'imprimante. Pour ça, vous devez dévisser 4 vis qui maintiennent le plateau et appuyer sur le bouton Home de la machine. Et ensuite, vous venez resserrer les vis du plateau. Franchement, on a vu plus complexe. Ensuite, il ne reste plus qu'à verser de la résine et lancer l'impression. Pour ça, j'ai choisi un des modèles fournis avec l'imprimante, un Dragon. Et vous allez le voir, tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Bon alors malheureusement j'ai dû stopper l'impression avant la fin puisque vous allez voir, elle s'est détachée. Voilà, donc elle n'a pas bien adhéré au plateau ici et ça s'est décollé sur à peu près la moitié de l'impression. Alors par contre là où elle a bien adhéré, ça colle bien. Bon du coup je vous explique le truc, on a un plateau ici qui est tout à fait lisse. Et donc le problème d'avoir quelque chose de lisse, c'est que ça peut compromettre l'adhérence là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est une technique qui n'est pas du tout nouvelle, que j'avais déjà utilisée sur ma Photon précédemment, c'est griffer ce plateau donc pour pouvoir augmenter la surface d'adhérence et faire en sorte que ce ne soit plus si lisse que ça. Donc j'ai pris ici du papier de verre, alors c'est du grain 100. Hop, il ne faut pas plus bas, il ne faut pas plus haut non plus. Bon, si vous avez du 120, 150, ça ira aussi bien. Donc on le met à plat, on le met sur une surface la plus plate possible et on vient prendre le plateau à plat comme ça et on fait des petits ronds. Et alors vous allez le faire jusqu'au moment où la surface sera griffée partout. Bon alors ce que je vois c'est que ça attaque les bords ici, donc ça veut dire que le plateau n'était pas tout à fait droit, donc il est probablement légèrement concave. Alors comme j'ai pas envie de m'emmerder trop longtemps et j'ai pas envie d'enlever trop de matière non plus sur le plateau, je vais prendre mon papier et je vais frotter à plat dessus directement là où ça m'intéresse d'avoir de l'adhérence. Voilà, donc maintenant j'ai une surface qui est totalement dépolie, je vais la dégraisser avant de la remettre dans l'imprimante. Normalement ça devrait aller mieux, donc je vais relancer une impression directe après. Alors pour les besoins de ce test, je me suis fait un petit plaisir et je me suis offert cette Wash & Cure 3 de chez Anycubic. Donc cette Wash & Cure permet de laver correctement les impressions résine et ensuite de les mettre dans un bain UV. Alors cette Wash & Cure, elle a une particularité, c'est qu'elle a cette petite lampe flexible qui permet donc d'éclairer le dessus des impressions et donc de faire durcir la résine au-dessus des impressions. Donc sinon, vous avez uniquement des lampes qui sont sur le fond de la Wash & Cure. Alors pour traiter cette première impression, donc qui est quand même assez petite, puisque je n'ai pas envie de mettre 2,5 litres d'éthanol là-dedans, je vais la détacher et je vais la mettre au fond du panier. Ensuite, je verse de l'alcool par-dessus. Bon, j'avais quand même mal anticipé un truc, c'est la quantité d'alcool qu'il me fallait, puisque là, mon impression n'est pas totalement immergée. Donc malheureusement, les magasins sont fermés puisqu'on est dimanche, donc il va falloir que je fasse 100. On referme la cuve et on va la mettre directement en mode wash. Voilà, donc premier passage au bain terminé, et ce que je vais faire c'est retourner le dragon, comme ça il sera nettoyé dans les deux sens. Ok, deuxième bain terminé, donc maintenant je peux enlever la pièce de l'alcool et on va enlever les supports.
Et voilà, maintenant il est prêt à passer au bain UV. Voilà, donc je vous laisse admirer le détail final. Alors comme vous voyez, c'est quand même très détaillé. On voit vraiment pas les couches de l'impression. Ou alors vraiment en faisant très attention. Et bon, il y a quand même des petits ratés, hein. Ici, il y a une des griffes du dragon qui est tombée, mais c'est quand j'ai enlevé les supports, donc c'est totalement de ma faute. Et ici, il y a de la résine qui n'était pas encore durcie, qui a coulé après que ce soit passé au bain à l'alcool, mais je l'ai pas vu et du coup ça a durci tel quel. Donc quand c'est passé au bain UV, malheureusement, je pense que la résine était un peu bloquée dans cette cavité-là et donc c'est sorti. Mais franchement, c'est du plus bel effet. Allez, on passe à un autre test. Voilà, donc on se retrouve dans le logiciel Sheet2Box, qui est donc le logiciel qui est conseillé avec cette imprimante 3D. Donc j'ai importé le profil de cet alcaïde directement dedans. Sachez qu'il y a un tout petit détail qui est erroné dans le profil et je vous le mentionne en fin de vidéo, comme ça si jamais vous achetez cette imprimante, sachez qu'il faudra faire une petite correction au niveau du profil. Je vous expliquerai donc comment. Donc ici j'ai importé ma première pièce. J'ai ensuite créé un profil particulier pour ce type de résine puisqu'il a des paramètres différents. Donc ici j'ai mon profil Acidity Rigid. Alors les changements ils se font au niveau des paramètres d'impression. Donc on a ici l'exposure time et le bottom exposure time. Donc ils sont à 4 secondes et 30 secondes respectivement. Pour le reste je vais tenter d'imprimer cette pièce directement sur le plateau puisque je n'ai pas besoin de support d'après l'auteur de la pièce. Donc normalement ça devrait aller. Je vérifie ici que mes paramètres sont bien bons. Donc j'ai un exposure time de 4 secondes et un bottom exposure time de 30 secondes. Je peux faire save, je vais mettre directement le fichier sur ma clé USB et je vais brancher la clé USB sur l'imprimante et lancer l'impression. Alors étant donné que les résines que j'ai testées jusque là sont quand même assez vieilles, j'ai contacté la marque Acidity qui m'a proposé de tester plusieurs de leurs résines. Donc celle-ci c'est de la résine noire rigide de chez eux. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça arrive dans un bidon d'1 kg comme ceci, et on va tester ce que ça donne. Toujours bien la mélanger avant de la mettre dans le bac à résine. A few moments later. Bon alors malheureusement après 4 essais infructueux, j'ai laissé tomber la résine rigide. Maintenant je passe sur de la résine plus facile, de la water washable. Alors comme on voit ici, la résine est beaucoup plus liquide, c'est le problème que j'avais avec la rigide. C'est qu'elle faisait carrément sauter les pas du moteur de l'imprimante, donc clairement l'imprimante n'est pas adaptée pour imprimer des résines un peu plus techniques. Et bien voilà, avec la bonne résine, ça va tout de suite mieux. Bon, maintenant que c'est validé, je vais lancer la production de toutes mes pièces. Par contre, j'ai fait 2 changements par rapport à avant. J'ai d'abord arrêté de mettre les pièces directement en contact avec le plateau parce que j'ai eu un mal de chien à la décoller. D'ailleurs, je l'ai cassé en le faisant. Et le deuxième changement, c'est la taille des pièces, puisque je m'étais trompé sur la taille. C'était trop petit par rapport à ce dont j'avais besoin, donc j'ai augmenté la taille des pièces. Allez, dernière impression avec la résine water washable. On va voir ce que ça donne. Plouf. Petite info concernant la résine lavable à l'eau, s'il vous plaît, ne déversez pas vos eaux usées directement dans les égouts, puisque la résine est toxique pour l'environnement, même si elle est lavable à l'eau, ça reste pas terrible pour l'environnement. Donc s'il vous plaît, mettez ça dans un récipient dédié que vous allez ensuite évacuer dans une déchetterie, puisque eux, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir aller traiter ces déchets-là. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention à ça. Ensuite, en voulant vider le bac de résine, j'ai confirmé un sentiment que j'avais, c'est-à-dire que le FEP n'était pas assez tendu. C'était assez flagrant parce que le film était fort abîmé, alors que pourtant j'en avais bien pris soin. Heureusement, j'avais commandé des films d'avance, donc j'ai décidé de remplacer le FEP fourni avec la machine. Le démontage est assez simple, vous devez enlever toutes les vis qui maintiennent les bagues en plastique qui enserrent le film, et ensuite il s'enlève tout seul.
Le remontage lui demande un peu plus de minutie, surtout que les films que j'ai commandés sont des films standards qui ne sont pas prédécoupés comme ceux de l'Alcaïd. Malgré tout, la petite expérience que j'ai eue avec ma précédente imprimante résine m'a permis de monter un nouveau film sur le bac. Cependant, je ne recommanderais pas cette méthode si vous débutez, préférez par contre les films prédécoupés de Guitec qui sont tout aussi abordables. Bon alors en observant l'ancien FEP, on voit clairement qu'il était mal placé puisque normalement ici ces petits trous sont censés être des emplacements pour les bagues qui tiennent donc le FEP dans le bac et en fait on voit en réalité que ces emplacements étaient là, donc clairement sous-tendus. Et alors pareil, hein, l'emplacement des vis on voit que ça a forcé aussi et ça c'est partout autour, donc ouais clairement il y avait à remplacer ce FEP clairement pour obtenir de meilleurs résultats. Et la différence elle est vraiment flagrante, hein. On voit ici que le FEP il est bien nickel, ça sonne bien tendu, donc maintenant il n'y a plus qu'à remettre de la nouvelle résine et relancer des impressions. Et pour ces nouveaux tests, on reste chez la marque Ace Adity avec une résine totalement transparente, donc la Ultra Clear dans leur Elite Series. Et j'ai oublié de vous préciser une petite chose, c'est que par défaut, la machine est paramétrée, donc dans le slicer Sheet2Box, sur 82.560 mm, et en réalité, on est sur 82.620 mm. Donc voilà, faites ce changement-là avant de lancer des impressions, sinon vous risquez d'avoir des problèmes de précision au niveau de l'axe X. Franchement, je me suis super bien amusé à redécouvrir l'impression résine, même si au début j'avais des grosses appréhensions parce que la résine c'est plus salissant, ça fait plus de déchets, etc. etc. Mais maintenant j'ai envie d'en faire plus et même pourquoi pas peindre certaines des créations que j'ai faites. Du coup, ce serait l'occasion pour moi de ressortir mon matériel de peinture. Les résultats obtenus sont évidemment impressionnants avec un niveau de détail qui est impossible à avoir en FDM. Et en plus, j'ai appris à perfectionner mes réglages, j'ai appris à calibrer correctement le temps d'exposition, etc. Alors, les modèles que je vous montre ici ne sont qu'une partie de tout ce que j'ai imprimé, raté, jeté et recommencé. Franchement, je me suis impliqué à fond sur cette imprimante jusqu'à en exploiter ses limites. Par contre, je ne me sentais pas totalement légitime pour parler en toute objectivité de cette imprimante et donc j'ai décidé d'en discuter avec quelqu'un que je considère comme un expert en la matière et qui a bien voulu intervenir sur cette vidéo. Donc je vous propose de voir ensemble son avis. Salut Thomas, tout d'abord merci de bien avoir voulu intervenir sur cette vidéo. Voilà, je propose qu'on fasse un petit retour sur cette Alcaïd parce que toi aussi de ton côté t'as eu l'occasion de la tester. Et donc, comme on l'a constaté dans le test, et c'est une imprimante à 99 balles, donc il y a des concessions qui ont dû être faites sur cette imprimante. Et moi, ce qui me ressort un peu comme impression de cette imprimante-là, c'est que si on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît un minimum en résine, ou via des groupes d'entraide sur le net, refaire les réglages correctement à l'imprimante, changer le FEP, le plateau qui n'accroche pas bien, que j'ai dû poncer, le moteur qui est pas assez costaud pour certains types de résines comme les résines hard. C'est un peu dommage. Ma question du coup qui ressort de ça, c'est toi, est-ce que tu recommanderais cette petite imprimante à quelqu'un qui veut débuter dans l'impression résine et qui a pas franchement beaucoup de moyens et qui n'y connaît pas grand chose, voire rien du tout en impression 3D. Donc voilà, est-ce que ce serait un bon investissement selon toi? Alors je vais être direct, non. Alors cette imprimante, clairement, c'est pas que c'est une mauvaise imprimante, c'est vraiment une imprimante qui est dédiée aux personnes qui veulent tester la résine sans prendre de gros risques d'un point de vue investissement. Mais cependant, de mon point de vue, aujourd'hui, c'est une machine qui fait plutôt un retour en arrière par rapport à toutes les améliorations qui ont pu être faites ces dernières années en impression résine. Donc on revient quasiment 2 ans en arrière avec les technos qui sont dans la Alcaïd. En l'occurrence, il y a des points qui du coup sont quand même très positifs sur les nouvelles imprimantes qu'il n'y a pas malheureusement dans la Alcaïd. Le plateau gravé au laser ou texturé.
qui du coup sont de bien meilleure qualité chez des concurrents pour des prix qui sont pas forcément beaucoup plus élevés. Le bac de résine en métal, hein, parce que déjà c'est plus facile à nettoyer, ça a une meilleure tenue dans le temps, c'est moins fragile, enfin voilà. La fiabilité de l'axe Z sur l'alcaïde est quand même un peu brinque-ballant, même s'il fait le taf, hein, mais tu te rends compte que dès que tu as des résines un peu costaud à imprimer, ben le moteur et l'axe Z, ils suivent pas forcément. Donc tant que tu imprimes de la standard ou de la water washable, enfin voilà, des résines très simples, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu veux un peu explorer les possibilités de l'impression 3D, les résines, t'es vite limité. Il n'y a pas de protection d'écran. Ça pour moi c'est un problème puisque les pièces de rechange sur cette machine sont pas forcément faciles à trouver. On a une résolution 2K, donc ça nous ramène à la Mars 2 Pro qui est sortie il y a 3 ans déjà. Donc c'est pas une mauvaise résolution, hein. On est aux alentours des 50 microns. C'est très bien, mais aujourd'hui c'est vrai que le standard sur cette taille de machine, on est soit à la 4K minimum, mais maintenant on passe déjà à la 8 voire à la 9K sur les nouvelles machines. Alors elles sont bien plus chères, hein, bien entendu. Chose importante aussi pour partir dans des bonnes conditions, les purificateurs d'air qui n'y sont pas présents. Alors c'est pas forcément prouvé que ça fonctionne très très bien, mais par contre c'est vrai que pour les gens c'est une gêne en moins d'avoir moins d'odeur de résine. Alors sur une petite imprimante comme la Alcaïde, il y aura pas beaucoup d'odeur parce que c'est une petite machine, donc on met pas beaucoup de résine. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi un peu plus confort pour les gens. Et puis de la même manière, je pense que tu en as parlé dans ta vidéo, c'est la qualité du FEP qui est monté de base sur la machine. Donc aujourd'hui, toutes les machines de cette catégorie sont équipées de NFEP et pas de FEP, donc des films du bac de résine qui sont de meilleure qualité et qui du coup évitent quand même un certain nombre d'échecs d'impression pour les débutants. Donc si je devais comparer la Alcaïde, aujourd'hui je dirais pas que c'est une mauvaise machine, tu vois, mais je pense que si tu mets un peu plus, par exemple 30 € aujourd'hui pendant les Black Friday par exemple en ce moment, pour 30 € de plus, tu as une Mars 3 de chez Elegoo qui a un bien meilleur rapport qualité-prix, hein, sans pour autant du coup prendre beaucoup de risques en termes d'investissement. Voilà, après, que dire de plus? J'ai déjà beaucoup parlé sur cette machine, mais par exemple aujourd'hui, si je devais comparer la Alcaïde avec une Mars 3, une Mars 3 aujourd'hui, elle est tout aussi compacte, elle est économique, elle est très simple d'utilisation, la qualité des matériaux est bien meilleure, les résultats d'impression, on est sur de la résolution 35 microns, on a une source lumineuse de bien meilleure qualité, puisqu'on est sur une source avec une lentille de Fresnel. Alors ça fonctionne très bien la matrice de LED, hein. Tu as des machines comme la JK2, la Apex Maker X1 qui sont des machines très récentes qui sont équipées de matrices de LED, ça fonctionne très bien, mais la lumière est quand même beaucoup mieux diffusée chez Elegoo avec cette techno, moi je trouve. Gros avantage par rapport à une Alcaïde, c'est qu'aujourd'hui si tu prends par exemple une Elegoo Mars 3, les pièces de rechange elles sont standards, elles sont faciles à trouver, elles coûtent pas cher. Tu les trouves sur toutes les plateformes AliExpress, Amazon, tous les revendeurs, le site officiel. C'est vrai que pour la Alcaïde, quand tu vas chercher des pièces de rechange, à part sur le site de Gitech, ça va être très compliqué d'en trouver. Donc, je suis pas forcément sûr que ça soit le meilleur investissement, même si aujourd'hui, si tu veux partir pour vraiment pas cher, 92 €, il me semble en prix public, voilà, tu peux partir sur cette machine. Après, pour les débutants, si je continue encore sur la Mars 3, par contre, les points faibles d'une Mars 3, par exemple, si on la compare à des machines, d'autres machines que je conseillerais aux débutants, c'est que le volume il sera relativement petit, mais comme sur la Alcaïde, et donc on va vite être limité en tant que débutant. Donc là, il faut faire peser le pour et le contre entre ce qu'on veut investir et l'obsolescence qu'aura la machine une fois qu'on aura commencé à prendre goût à l'impression 3D résine. Ouais. Puisque on sera vite limité en taille en fait de ce qu'on peut imprimer avec ces machines là. Bon du coup ma deuxième question va justement parler des coûts etc. Donc
moi, j'ai l'impression, bon, j'ai vu la quantité de gants, de sopalin, etc. que j'ai jeté, j'ai dû racheter de l'alcool, etc. Bon, ça fait quand même pas mal de coûts supplémentaires. Moi, quand je lance une impression avec mon filament, ça sort tout prêt, j'ai pas à nettoyer les choses. En plus de ça, j'ai l'impression aussi que quand je vois une bouteille de résine, c'est facilement 30-35 euros. C'est bien d'avoir une imprimante à presque 100 euros, mais il faut voir aussi tout ce qui est consommable à côté. Est-ce que vraiment il y a un surcoût de la résine par rapport au filament? Oui. Alors, il y a une phrase de Thomas de la chaîne Poly Workshop sur YouTube que j'aime beaucoup, qui est la résine est plus élitiste que le filament. Alors pas parce que seule l'élite peut imprimer en résine, hein, c'est totalement faux, mais dans le sens où ça implique des budgets plus importants, ce qui fait que ça rend moins accessible la chose à plus de monde. Alors c'est pas une finalité en soi, hein. Les prix de la résine ont très fortement diminué ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on se rapproche des prix du filament, c'est-à-dire 1 kilo de filament, 1 kilo de résine. Aujourd'hui, on est quasiment au même prix, sauf bien sûr sur les résines spéciales, mais de la même manière que sur les filaments spéciaux. Donc aujourd'hui, en termes de budget d'impression, on sera quasiment équivalent en termes de résine en tant que telle. L'inconvénient de la résine par rapport au filament, c'est qu'il faut acheter de l'alcool pour nettoyer les impressions, il faut acheter des gants, il faut acheter des lunettes UV, il faut acheter une lampe UV, il faut acheter alors régulièrement de l'essuie-tout pour pouvoir laisser les impressions sécher en sortant de l'alcool, etc. Et après, il y a du matériel régulier à acheter, du consommable, hein. Alors, c'est des FEP principalement, ou des NFEP, enfin peu importe le film qui est au fond du bac de résine. Mais j'ai envie de dire, ça c'est un peu comme sur le filament. En filament, il va falloir changer le PTFE, il va falloir changer la buse. Il y aura aussi de l'entretien qui, par contre, sur la résine, sera beaucoup plus faible. En impression résine, il n'y a quasiment pas d'entretien de machine, hormis le remplacement du film du bac. Alors l'écran a une durée de vie limitée, dans le sens où la plupart des écrans sont vendus par les fabricants entre 1000 et 2000 heures de fonctionnement. Maintenant, si vous faites une connerie avec votre machine, au bout d'une impression, l'écran peut mourir, ça c'est clair. Alors sur une machine type Mars 3, ça coûte 30 euros un écran, donc c'est pas trop cher. Si vous faites une connerie comme moi j'ai fait la semaine dernière sur la machine qui est juste là, un écran c'est 300 euros. Donc oui, clairement, l'écran peut coûter cher en fonction de la taille de la machine. Mais avec une utilisation normale, honnêtement, moi j'ai jamais changé pour l'instant un seul écran de machine. Pour des raisons d'obsolescence. En général, c'est souvent lié à une erreur qui fait qu'on va faire un impact dans l'écran ou qu'on va tuer l'écran. Mais c'est pas, je suis jamais arrivé au bout des heures d'utilisation, si tu vois ce que je veux dire. Il faut vraiment avoir une utilisation intense de la chose. Après, il y a les accessoires en résine qui coûtent aussi un peu cher, notamment la wash and cure. Donc c'est toujours le débat, à savoir est-ce qu'on achète une wash and cure quand on achète une machine résine. Pour moi, c'est un achat de confort et de propreté de l'espace de travail, mais ça n'est pas du tout indispensable, dans le sens où vous prenez un bac, un tupperware hermétique dans lequel vous mettez de l'alcool, vous pouvez tremper vos pièces avec vos gants à l'intérieur. Vous achetez une lampe UV sur Amazon, ça coûte 10 euros, et vous pouvez très bien faire tout à la mano, et voilà, c'est un peu plus cracra, on en met un peu plus partout, mais par contre ça fonctionne très bien, et il n'y a pas forcément besoin de mettre 100 ou 200 euros dans une machine de wash and cure. Donc voilà, après, l'impression résine a plus de contraintes, notamment au niveau de l'espace dans lequel vous allez poser votre imprimante. Une imprimante FDM, vous la mettez dans votre salon. Voilà, si vous voulez la mettre, il y a votre chat qui peut marcher dessus, il n'y a pas de problème. L'imprimante résine, il faudra vraiment réfléchir à l'emplacement dans lequel vous voulez la mettre. En général, on le met dans une pièce sans accès aux enfants, ou en tout cas avec l'imprimante en hauteur pour pas qu'ils trifouillent. Pareil avec les animaux, hein. Si vous avez des chats ou des chiens, pensez aussi à eux.
puisque ça reste de la chimie et des produits chimiques. Il faut que la pièce soit relativement à l'abri de la lumière, ou au moins qu'on puisse diminuer la lumière présente dans la pièce. Si ce n'est pas le cas, il faut acheter dans ce cas une espèce de capote à rajouter sur la machine qui du coup évite le passage des UV. Donc voilà, il y a aussi de l'aération puisque la résine a des odeurs, des odeurs de résine pas forcément agréables. Donc tout ça, il faut y réfléchir aussi avant de se lancer dans la résine. Trouver un coin, un petit atelier, un garage dans lequel vous allez pouvoir mettre votre machine. Je crois que comme toi, je suis dans mon sous-sol. Hein. J'ai l'impression, ouais. Voilà, on est tous les deux dans les basements. Mais voilà. Après, aujourd'hui, les coûts de la résine, aujourd'hui, on va se rapprocher avec certaines résines qui commencent à arriver avec des coûts qui avoisinent les 10 € le kilo. Donc, on est sur des prix qui défient très largement des prix de bobines de filament PLA. Donc il y a des choses qui bougent au niveau de la résine. Ça fait 2 ans qu'il y a de plus en plus de machines sur le marché et donc forcément les acteurs de la fabrication de ces résines et de ces machines commencent à casser les prix, à sortir des produits de plus en plus concurrentiels, de plus en plus efficaces. Comme sur le filament, ça a été le cas il y a 3 ou 4 ans. Voilà, en tant que des... Enfin, si on s'adresse aux débutants, donc s'il y a des débutants qui nous voient, mis à part ta chaîne évidemment que les gens peuvent suivre et sur laquelle ils peuvent découvrir des machines de folie que tu as pour tester, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui sont à suivre et à connaître absolument pour bien comprendre les bases de la résine, bien commencer, éviter les bêtises et comprendre un peu le fonctionnement des slicers qui n'est pas le même que celui des FDM? Donc voilà, à mon avis, tu as des bonnes astuces à ce niveau-là. Moi, je vous conseille la chaîne de Poly Workshop, qui est animée par Thomas, qui est le patron de Litchi Slicer. Très pédagogue, il a des tutos sur vraiment les bases de comment fonctionne le slicer, alors en l'occurrence Litchi, comment il fonctionne, quelles sont les étapes à suivre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu pour apprendre à utiliser le logiciel Litchi Slicer. Il y a la chaîne de Dennis Wang, je te laisserai le mettre en description. Ouais. Alors c'est en anglais par contre, c'est pas en français contrairement à Poly Workshop, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tests, qui teste énormément de produits, qui fait des crash tests, qui vous fait des tutos un peu comme moi ce que je fais mais de manière différente. Vous avez aussi en anglais Vogman. Alors lui, je pense que toutes les machines qui sortent sur le marché, il les a en test. Donc si vous voulez des infos sur une machine, en général, elle est passée chez Vogman. Toutes les nouvelles techno, il les a en test. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un à suivre si vous voulez vous renseigner sur la résine également. Et ensuite, alors sur la partie technique, mais de manière plus générale, pas forcément liée au slicer. Pour moi, il y a une ressource qui est indispensable et que personne ne connaît quasiment, c'est le blog de la société Amera Labs. Pareil, je te laisserai le mettre en description. Ouais. C'est très factuel. Il y a des tests qui vous expliquent vraiment la différence. Si vous jouez sur tel paramètre, voilà quel sera l'impact sur votre impression 3D. Si vous jouez sur un autre paramètre, voilà quel sera l'impact sur votre impression 3D. Vous avez des exemples graduels. Vous avez aussi des crash tests, bien sûr de leur résine, puisque c'est un fabricant de résine. Mais voilà, c'est très complet, c'est très bien fait. Il faut par contre parler anglais. En français, il y a très peu de ressources, malheureusement, fiables, puisqu'il y a des ressources, mais vraiment pas fiables du tout. Donc, il vaut mieux partir sur les chaînes anglaises. Et après, moi, j'essaye de faire des tutos en français. Pour la plupart des choses qui concernent l'impression 3D résine pour vous donner les bonnes infos et les bonnes manières de fonctionner. Oui, c'est vrai que je t'avouerai que c'est en voyant tes vidéos que je me suis dit upgrader un peu mon setup résine, ce serait quand même sympa. Donc voilà, je suis total débutant. Et je redécouvre des choses. Merci pour tous tes conseils. D'ailleurs, en parlant de conseils, est-ce que tu as d'autres conseils à donner pour des débutants qui souhaitent se lancer dans l'impression de 3D résine? Je vais donner 3 conseils, du coup. Le premier, arrêtez de penser que l'impression 3D résine, c'est simple. La techno paraît beaucoup plus simple, puisque il y a qu'un seul axe qui monte et qui descend.
mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que de l'impression filament d'un point de vue physico-chimique. Après, bien sûr, l'impression filament n'est pas simple non plus, faut pas non plus se leurrer. Mais je vous prépare du coup une petite vidéo sur 100 erreurs que peuvent être amenés à faire des débutants. Donc ça sera sur la chaîne YouTube, vous aurez juste à suivre si ça vous intéresse. Mais je listerai en fait 100 erreurs du choix de la machine jusqu'à l'impression, jusqu'à la préparation du modèle, en passant par le nettoyage des pièces, le post-traitement, etc. Donc vraiment balayer plein d'erreurs qui sont faites par les débutants pour vous éviter de le faire. Je me fais un petit peu ma pub en même temps, tant qu'à faire. Je sais pas quand la vidéo sortira par contre. Jeudi prochain, donc c'est vraiment cool. Ouais, merci de me mettre la pression. Après, comme en filament, je pense que deuxième conseil, il faut que les gens prennent l'habitude de tester correctement leur machine et de faire des tests de calibration. Souvent, les gens pensent que ils ont leur machine, voilà, il y a un profil dans un logiciel, c'est censé fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en filament, ce n'est pas le cas non plus en résine. Il faut adapter votre machine en fonction du matériel que vous utilisez, mais également en fonction de vos conditions, puisque la résine est sensible à la température. Donc, si vous imprimez dans une pièce froide, eh ben, les paramètres ne seront pas les mêmes que dans une pièce chaude. Et ça vous permettra d'avoir vraiment des résultats satisfaisants. Et si vous évitez de faire des réglages, si vous les bypassez, vous aurez des résultats dégueulasses. Vous allez dire c'est pas si bien que ça, et vous aurez également beaucoup d'échecs. Donc ce qui est quand même très frustrant quand on démarre. Forcément, le dernier conseil qui va avec celui-là, c'est n'ayez pas les yeux trop plus gros que le ventre en fait. Commencez petit. Faites des petites impressions, familiarisez-vous avec le logiciel, avec les réglages, réglez votre résine et au fur et à mesure, faites des pièces de plus en plus grosses, de plus en plus complexes. Et au moins, vous comprendrez comment fonctionne l'impression résine, vous comprendrez comment fonctionne votre machine, vous apprendrez de vos erreurs et ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous essayez de balancer des plateaux complets sur toute la hauteur de la machine dès le début. Voilà, c'est un petit conseil économique puisque, comme on le disait au début, ça coûte un peu cher. En tout cas, merci pour ton intervention. Je sais pas si tu as d'autres petites choses à rajouter par rapport à tout ça. Bah ouais, moi je suis dégoûté, je t'ai pas vu à la Formnext. Ah ouais, on s'est raté un jour près. T'es venu le lendemain. Ouais, je suppose que ce sera pour l'année prochaine. Rendez-vous en 2024. Alors, on verra. Ouais. On verra. Voilà, ce sera l'occasion peut-être de faire des prochains feats à deux, qui sait. Volontiers. En tout cas, donc voilà, petit rappel, ta chaîne c'est Morgenstern, si je le mettrai en description de toute façon. Tu es sur TikTok, sur YouTube, Instagram aussi, je crois. Yes. Ouais. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une très chouette chaîne. En plus, tu ne montres pas que tes succès, tu montres aussi tes erreurs. Et donc ça, c'est bien, l'honnêteté. Et je trouve ça sympa à suivre. Donc vous allez apprendre plein de choses sur la résine, mais pas que, parce que tu fais aussi de la peinture et tu fais aussi de la modélisation. Donc voilà. Arrête, je vais avoir les chevilles qui vont enfler après. Allez, merci beaucoup. Si jamais... Oui, vas-y. Si jamais, c'est écrit depuis le début de la vidéo juste derrière. C'est vrai, c'était subliminal. Ok, écoute... Bon, ça marche. Merci beaucoup, Tom. Je te souhaite une bonne fin de vidéo et puis bon visionnage à tous tes abonnés sur ta chaîne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de vous plonger dans l'impression résine et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo éventuellement et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.